sur nocibé.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le grand débat pour les européennes qui aura lieu ce soir sur France 2. Et on retrouve Jean-Michel Apathy pour les derniers préparatifs. Ce soir, le grand débat verra s'affronter les grands et les petits candidats. Et vous, quel sera votre rôle pour cette soirée ? En tant que pigiste sur Aioli FM, je serai le babysitter pour les petits candidats qui devront patienter jusqu'à 22h30 pour aller jouer dans la cour des grands. Vous avez vu, il y a deux équipes. D'ailleurs, excusez-moi, je jette un œil pour voir s'ils sont sages. Florian Philippot, tu me finis ton assiette de couscous, sinon pas de débat ce soir. Et arrête de tripoter la merguez avec de Francis Hollande. Jean-Michel, il paraît que vous avez installé un système anti-fake news. C'est exact. Dès qu'un candidat dit une connerie comme Bardella sur les migrants pakistanais, pof, l'alarme se déclenche et notre consultant vient rétablir la vérité. Oui, faute pour Bardella. Oui, moi, Didier Deschamps, je m'y connais bien en contre-attaque foireuse dans la Ligue des champions européens. Alors bon, le premier politique qui se roule par terre comme Neymar avec des arguments bidons, je lui sors le carton rouge. Et Jean-Michel, vous pensez quoi de ce système anti-mensonge ? Ça va fonctionner, vous pensez ? On l'a testé sur Balkany, c'est vous dire si ça marche. Le système détecte même les erreurs de casting. La preuve, on vient d'intercepter Dupont-Aignan qui voulait rentrer par la fenêtre déguisé en Nathalie Loiseau. Ah, encore une fake news, Didier. Oui, faute toi là, le petit avec le dossard 5%, là c'est du pipeau, je t'ai reconnu Benoît Hamon. T'es hors jeu, t'es à 3% seulement. Ah bon, tu files dans ta chambre pour réviser et interdit de copier sur Nathalie Arthaud. Et pour conclure, Didier, votre pronostic pour ce soir alors ? On va pas se mentir, ça sent le match nul. Entre d'un côté les tacles ratés de Stanislas Guérini, les tirs à côté de Raphaël Glucksmann et de l'autre le match de deuxième mi-temps à 23h avec les petits clubs. Les Français vont pas jouer les prolongations devant la télé, ils vont s'endormir. Et ça, je peux le garantir que c'est pas une fake news. Merci beaucoup, Didier. Fake news. Une fake news. Fake news. Et le mercredi, c'est Bacri cette semaine. Jean-Pierre, vous avez vu les plus belles années d'une vie. C'est la suite d'un homme et une femme. Ouais, c'est ça, la suite dit plutôt la fin. Là. Il y a 50 piges, là, le père Trintignant, il disait Anouk, jeter dans la peau. Là, aujourd'hui, c'est plutôt arthrite, jeter sous la peau. Il peut même plus la prendre dans ses bras à cause de son ostéoporose. Ça va, c'est quand même émouvant des retrouvailles au cinéma. Ouais, c'est émouvant. Donc, franchement, c'est quoi cette manie là de faire des suites de films cultes là ? Tant qu'on y est, on n'a qu'à faire le retour du Grand Bleu là. 30 ans plus tard, avec Jack Mayol sous assistance respiratoire, là, qui retrouve enfin son copain Flipper le dauphin dans son milieu naturel, là, chez Picard, au rayon produit de la mer. Et vous alors, si on vous avait proposé de faire une suite d'un homme et une femme, je la faisais mieux que l'original. Vas-y Riri, envoie le bousin là. Imagine, je roule sur la plage de Deauville là. Avec cette putain de grisaille là, on se croirait à Tchernobyl là. Putain, on pouvait pas tourner à Nice aussi là. Et puis cette vieille Ford Mustang là, c'est une épave là. Oh le louche, ça fait un bail que t'as pas mis les pieds chez Noroto. Et voilà, putain, elle a calé la bagnole. Ça m'apprendra à vouloir sauver le cinéma français là. Ouais, puisque ça, je vais proposer à Louane et Kev Adams de jouer dans la suite d'un vrai chef-d'œuvre. C'est-à-dire lequel ? La guerre des boutons d'Acné. Ah oui, d'accord, ok, merci beaucoup, toujours aussi sympathique. Hier était projeté à Cannes le nouveau Tarantino, mais c'était pourtant un film culte, Pulp Fiction, qui a inspiré deux nettoyeurs de choc, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Pardon de te le dire Bruno, mais si on est là, c'est pour faire le ménage dans les couloirs de France Télévisions et nettoyer la grille de France 2. Tout ce qui a plus de 50 ans, qui est blanc, on le liquide et ça dégage sur France 3. Tiens, ouvre-moi ce placard. Oh non, pitié, voyons, c'est moi Stéphane Bern, ne m'envoyez pas sur France 3, la chaîne des animateurs qui sentent le fromage de région. Désolé Stéphane, mais on a un petit message de la part de Delphine Gnognotte. Messieurs, on a appris également que Stade 2 allait basculer sur France 3. Mais c'est exact, patatrac. J'entends d'ailleurs les chuchotements de la bande à Montfort et Montel. Bruno, ouvre de suite le placard. Good morning, please Emmanuel, I don't want to rejoindre l'inspecteur Barnaby sur FR3. Ouais, parce que là-bas, les animateurs, c'est pire que des drogués, là. Ils sont tous sous dialyse, c'est plus une télé, c'est un hospice. Non. Désolé, Nelson et Patrick, Delphine Gnognotte a un petit cadeau pour vous. Apparemment, il vous reste un dernier placard à ouvrir. Magnifique, Emmanuel. Bruno, bienvenue à Vivement Dimanche. Désolé mon vieux, réduction de budget oblige, on va devoir aussi te sacrifier sur l'autel du jeunisme. Surtout pas malheureux, pas touche à Michel Drucker. Il est comme Benalla, il bénéficie de l'immunité éternelle. Magnifique, ça fait 50 ans que ça dure, j'ai vu passer Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, et à la fin, c'est toujours moi qui reste et eux qui se barrent. Car à France Télé, il n'y a qu'un président à vie, c'est Mimi.
Merci beaucoup. Et pour le mot de la fin, c'est Charles Aznavour qui redescend du ciel pour un hommage qui lui a été rendu à Paris. Salut les tocards. Mais pourquoi vous venez m'emmerder là? J'étais en tournante avec Dick Rivers et Johnny Hallyday. Non mais voyons Charles, vous êtes content d'avoir quand même une plaque à votre nom à Paris? Ouais, comme d'habitude, c'est la mère Hidalgo qui est à côté de la plaque. Hein. Je te rappelle qu'aux States, j'ai une étoile sur Hollywood Boulevard. Oui. Et à Paris, Potsdam, j'ai juste une vulgaire plaque en zinc dans une rue où on peut même pas se garer. Ah ça c'est bien Hidalgo ça. Hein. Ouais. Franchement, je méritais au maximum qu'on rebaptise les Champs-Élysées à mon nom. Ah oui. Et au minimum qu'on supprime toutes les chiottes à la turque de la capitale en hommage à l'Arménien. Ah hein. oui, Merci Dany Moreau qui pirate l'info. On vous retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Sur Minitel aussi. Oui. Et dans un instant, la revue de presse et on recevra Olivier Gisbert, exactement, directeur éditorial du groupe La Provence. Restez avec nous, 8h27. Et puis le clivage, hein, l'affaire Vincent Lambert, l'IVG et même le mariage en fait homo, c'est le clivage politique qui est de retour. Arlette Chabot face à Virginie Martin tout à l'heure à 8h40. Bougez pas, on revient dans un instant. Canada.com. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h06, merci d'être avec nous et avec l'ensemble de nos invités, Véronique Jacquier. Et on fait un petit point sur nos internautes. Oui, à 4 jours du scrutin, savez-vous déjà pour qui vous allez voter? Eh bien, pas de suspense du côté des auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. Ils le savent, ils nous donnent même des intentions de vote. Et ils disent oui à 78%, je sais pour qui je vais voter. Alors Irma dit par exemple, la priorité c'est de faire un peu redescendre notre président de son nuage. Villeneuve, lui, nous dit incompréhensible qu'un électeur se décide au dernier moment. La République exige la citoyenneté dans un engagement politique de tous les instants. Ce serait bien évidemment si tous les électeurs faisaient de même, si tous les Français faisaient de même. Évidemment, Villeneuve répond au chiffre de 30% d'indécis encore à 4 jours du scrutin. Je vous rappelle qu'en 2014, selon une étude de l'IFOP, 22% des électeurs s'étaient décidés pendant le week-end et 16% le jour même, c'est-à-dire dimanche prochain. Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, ne me démentira pas, je pense. Bonjour Frédéric. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Il y a aussi avec nous Pierre-Alexandre Anglade, député de La République En Marche et porte-parole de la liste Renaissance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Laurent Jacobelli, délégué national du Rassemblement National. Bonjour. Vous êtes sur la liste pour les européennes, mais pas en position éligible, oui, c'est ça? Tout à fait. J'ai tenu à soutenir mes colistiers. Je suis très heureux d'être sur la liste. Et puis Emmanuel Morel, qui est député européen sortant et candidat en position éligible sur la liste France Insoumise. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va immédiatement filer au standard pour voir parmi les auditeurs qui nous appellent déjà s'il y en a qui ont fait leur choix. Et on part dans le Gard avec Joseph. Bonjour Joseph. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous savez déjà, Joseph, pour qui vous allez voter vous dimanche? Oh là là, alors en 2 mots, vous avez un beau plateau ce matin. Là, je tiens à leur dire bonjour déjà. Bonjour. Eh ben, toutes les personnes malheureusement qui sont réunies sur votre plateau n'ont pas attiré mon attention. Ils ont une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous convaincre. Quand même, alors dites-moi alors je vais leur dire, je les félicite d'avoir autant de temps puisque les petits partis, eux, ont que 33 ou 34 secondes pour pouvoir s'exprimer. Non, ils ont 3 minutes 33. Ça, c'est dans les spots publicitaires. Oui, exactement, excusez-moi. Et à Sud Radio, on les a accueillis. Et à Sud Radio, on leur a donné du temps de parole. Oui, je sais, je vous en remercie. Donc c'est pour ça que c'est difficile de faire un choix aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, moi je pense que le citoyen a besoin d'une politique qu'on remette à plat. Et je pense qu'elle peut venir que par des citoyens et des personnes qui ne sont pas, excusez-moi l'expression, des arnaques, des gens qui cherchent à profiter de la situation, parce que depuis des années c'est comme ça chez nous malheureusement, et tous les personnes qui représentent les partis qui sont sur votre plateau aujourd'hui, j'ai lu certains de leurs programmes et je me retrouve pas dedans, parce que c'est toujours les mêmes programmes depuis 30 ans, c'est compliqué, et je pense que les gens n'ont pas compris aujourd'hui au niveau du vote. Je vais finir là-dessus. Fut un temps, les personnes qui n'étaient pas élues en tant que maire, en tant que député, on les a envoyées systématiquement parce qu'on ne voulait plus les voir. Allez, tu vas aller aux européennes, tu vas être élu. Et c'est comme ça qu'il passait. Et ces gens-là n'ont pas été productifs. Voilà, aujourd'hui, l'Europe, on est marié avec l'Europe. Il faut des gens qui sont au pouvoir de nos gouvernements, qui ont une grosse expérience et qui défendent vraiment nos valeurs terroirs, tout ce qu'il y a, tout ce que la France propose. Et j'espère que ça sera ça, et je pense qu'il n'y en a pas un parti aujourd'hui qui appuie vraiment là-dessus. Voilà.
Bon, mais Joseph, vous allez voter. Et vous avez voté ou pas alors, Joseph? Moi, je vais voter pour ma propre liste, voilà. Tout simplement. Ah oui, d'accord. Vous êtes sur une liste et d'accord. Je suis sur une liste, mais j'appelle pas dites-le au passage. Dites-le au passage. Non, vous êtes sur ça va fâcher du monde parce que notre tête de liste, Monsieur Christophe Chalençon, n'est pas à des moments donnés apprécié. Chalençon. Ouais, Chalençon, voilà. Qui est. Moi, je le côtoie depuis des années. Je veux finir là-dessus. Je suis pas là pour parler de nous. Vous voyez la preuve. Je dis simplement. C'est un homme de valeur, même si des fois il a l'air au bureau comme ça, mais c'est quelqu'un qui a de la valeur. Ouais. Bon, moi, je suis les gens de valeur. Merci en tout cas pour votre transparence. Vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis vous avez raison. Il faut s'expliquer et ça lance bien le débat. Hein. D'ailleurs, je me retourne vers tous les invités. Et peut-être d'abord d'un petit point, Frédéric Dabi, ça montre que les choses ne sont pas figées parce qu'il y a tellement de listes, comme le disait en fait Joseph, qu'il y en a certains qui hésitent et qui se disent mais je veux pas voter pour les partis traditionnels. Que c'est compliqué. Hein. Oui, il y a la question de l'hésitation. Vous avez raison, Patrick. Même si le fait majeur, c'est la mobilisation. Ce qui frappe au-delà de ce 26% d'électeurs qui pourraient changer d'avis d'ici dimanche, qu'on a mesuré hier dans le rolling IFOP fiducial pour CNews, Paris Match et Sud Radio, c'est la grande majorité, presque 56% d'électeurs qui déclarent ne pas aller voter dimanche. Mais pour ceux qui vont voter, on est frappé par le fait qu'il y a un quart d'hésitants. C'est à peu près ce que l'on mesurait en 2014. Il y a toute une série de choses. L'entrée tardive en campagne, vous le disiez, l'offre électorale particulièrement éclatée, notamment à gauche. Quid de cette hésitation entre des électeurs qui pourraient voter pour la liste France Insoumise, pour la liste PC, pour la liste Génération, pour la liste Europe Écologie Les Verts, voire Parti Socialiste. Cette hésitation peut créer la surprise. On se souvient en 2009 que l'hésitation était très forte à gauche et au centre, et c'était Europe Écologie Les Verts avec Danny Cohn-Bendit qui en avait profité en coiffant tout le monde dans les derniers jours. C'est vrai qu'il y a toujours une surprise un peu. Il y a quelqu'un qui en profite. Alors, non, plus ou moins, c'était Jean-Luc Mélenchon. Alors c'était pour la présidentielle. Là, la surprise, on l'avait quand même vu dans notre rolling. Oui, c'est vrai. La très forte poussée de Jean-Luc Mélenchon, notamment après le premier débat du 4 mars, et c'était la vraie dynamique de la campagne, même si. Et la vraie dynamique, elle est où là alors ? Là, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de dynamique particulière. Il y a la reproduction du schéma présidentiel. Il y a eu la République En Marche, depuis que le président est entré en campagne, a stoppé l'hémorragie qu'on voyait dans notre enquête quotidienne. On était passé de 25% à peine 21% il y a quelques semaines. Mais cette entrée en campagne a aussi remobilisé des électorats voulant sanctionner le président de la République, Rassemblement National et un degré moindre France Insoumise. Oui, France Insoumise qui a du mal à décoller dans cette campagne, Emmanuel Morel. Non, vous êtes allié, vous, en fait, de la France Insoumise. Je dirais pas ça, les salles sont pleines et les gens écoutent nos messages. Je reviens quand même sur l'appel de votre auditeur. Je mets de côté Joseph, le fait qu'il est d'ores et déjà engagé. Ce qui est intéressant, moi c'est pas tellement l'hésitation qui m'inquiète, c'est l'abstention évidemment, parce qu'une abstention prévue autour de 55-60%, là c'est quand même considérable. Je crois quand même, si on prend un tout petit peu de recul, que ça tient aussi aux questions européennes elles-mêmes. C'est-à-dire que les gens ont tellement l'impression que la construction européenne se fait à côté d'eux, voire contre eux, qu'il y a une hésitation à les voter. Je rappelle quand même que le principal problème, j'écoutais ce matin, je crois que c'est sur votre antenne, un reportage sur le Brexit. Les gens ils comprennent pas parce que les Anglais ont voté pour partir et là ils vont voter pour revenir au Parlement demain. Et d'ailleurs ça crée en Angleterre un climat quand même assez particulier. Mais c'est la même chose pour nous en France. On a voté en 2005 pour le non au traité constitutionnel européen et 3 ans après il y avait le traité de Lisbonne qui reprenait à peu près les mêmes dispositions. Et d'une certaine façon, moi mon expérience de parlementaire européen, en 2015 il y avait une crise grecque, vous vous souvenez, crise de la zone euro, on menace les Grecs de partir, ils votent à 2 reprises, ils votent contre le mémorandum de l'Union européenne et finalement on les oblige à l'appliquer quand même. Donc ce rapport un peu compliqué à la démocratie, à la souveraineté, je pense que ça contribue quand même à cet éloignement des questions européennes. Mais la deuxième chose, il y a une raison plus française, à mon avis, qui crée une forme de circonspection, c'est qu'on nous explique maintenant depuis 1 ou 2 mois, et c'est quand même la stratégie qui a été choisie par Monsieur Macron, et c'est encore renforcé dans la presse régionale hier, que finalement le seul vote qui compte, la seule alternative qui compte, c'est soit lui qui représenterait le progrès,
soit le Front National. Et évidemment, il faut rappeler à vos auditrices et à vos auditeurs que c'est une élection à un seul tour, que c'est à la proportionnelle, et que évidemment, on n'est pas dans un duel ou un duo joué d'avance, mais qu'il y a une offre politique. Et nous, on estime d'ailleurs qu'on est en quelque sorte une alternative à ce faux duel, à ce faux duo. Oui, avec une dramatisation en quelque sorte aussi. Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes député de La République En Marche. Vous savez, moi, d'abord, avant de répondre à ça, je vais rebondir sur ce que disait votre auditeur, Joseph, mais aussi de côté son engagement politique. Mais là où il a dit quelque chose d'assez vrai, c'est qu'il y a la perception dans notre pays que le Parlement européen a souvent été utilisé par les partis politiques comme étant la seconde division de la vie politique nationale, où on recasait comme au purgatoire les membres un peu encombrants de sa famille politique. Pas totalement faux, non ? Ou les défaits des scrutins passés. C'est un sentiment qui a pu exister parce que certaines familles politiques, pas forcément représentées ici autour de cette table, mais d'autres familles politiques, et je pense en particulier au Parti des Républicains, avaient tendance à faire du Parlement européen, je vous disais, un purgatoire où on envoyait les anciennes gloires de la vie politique nationale à qui il fallait bien donner un mandat. Et cette trahison de l'ambition européenne, au fond, a alimenté aussi la distance et la défiance qu'il peut y avoir chez les Français envers les institutions européennes. La deuxième chose, c'est que depuis 2005, effectivement, les Français, en ayant contourné leur vote, ont le sentiment que lorsqu'ils s'expriment sur l'Europe, ils ne sont pas écoutés. Et que par ailleurs, le référendum de 2005 a créé de grandes fracturations au sein des grandes familles politiques françaises traditionnelles, je pense au Parti des Républicains et au Parti Socialiste, qui étaient profondément divisés sur la question européenne et donc qui ont cessé de parler d'Europe. Et qui ont abandonné le débat politique européen à des formations, au Rassemblement National, à la France Insoumise. Et en réalité, il n'y a eu qu'un discours plutôt négatif sur le sujet européen, parce que les grands partis qui auraient dû nourrir une ambition pour l'Europe ne l'ont pas fait pendant longtemps. Ensuite, sur la polarisation du débat. Je trouve que le procès qui est fait au président de la République est quand même excessif. Moi, je rappelle une chose, ça fait près d'1 an et demi que un certain nombre de formations politiques dans notre pays, et en particulier la France Insoumise, nous rappellent, ou en tout cas veulent faire de cette élection un référendum contre l'action du président de la République. C'est pas Emmanuel Macron qui a dit on va faire du 26 mai un référendum pour ou contre mon action. C'est le Rassemblement National, c'est la France Insoumise qui ont expliqué que le 26 mai devait être une élection pour battre le président de la République et non pas pour l'avenir de l'Europe. Le fait qu'il se mette en première ligne et qu'il dise c'est moi ou le président s'implique dans une campagne électorale d'un scrutin intermédiaire. Je vais vous dire pourquoi est-ce que le président s'implique dans la campagne. Parce que les moments que nous sommes en train de vivre sont des moments importants pour la construction européenne, que le président de la République a à cœur les intérêts du pays, et qu'à ses yeux, les intérêts du pays, c'est de poursuivre cette construction européenne, en la transformant, en corrigeant les erreurs qui peuvent être les intérêts du pays. Mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République, ce serait complètement... dramatisation non, complète. Mais parce que le moment qu'on vit, les moments qu'on est en train de vivre, il dit rien sur l'Europe, les moments que nous sommes en train de vivre sont dramatiques. Je suis le rempart. Les moments que nous sommes en train de vivre sont dramatiques, parce qu'on est dans un temps où de grandes puissances cherchent à diviser le continent pour mieux nous soumettre. C'est une question de souveraineté qui est en train de se jouer. Vous dites construction, alors, et justement, Emmanuel Macron et les candidats de la liste Renaissance qui accusent le Rassemblement national de vouloir la destruction de l'Europe. Rien Laurent Jacobelli, c'est ce qu'il dit, bien sûr. Oui, bien sûr, mais on parlait de dramatisation, là c'est de la dramatisation à l'excès, on sent que le pouvoir perd un peu les pédales. On voit bien que sur les arguments concrets, ça ne prend plus. Parce qu'ils sont plus d'Union européenne, plus de fédéralisme, c'est pour le bien des Français. Les Français, ils sont pas idiots, ils regardent. L'Union européenne, aujourd'hui, elle n'a pas contré le chômage, 9% de chômage en France, on est parmi les cancres de l'Europe. L'Union européenne, elle n'a pas empêché le matraquage fiscal, là, on est parmi les cancres même mondiaux, les Français sont les plus matraqués fiscalement. L'Union européenne, aujourd'hui, pour les Français, c'est plus de souffrance et moins de pouvoir d'achat. Mais alors, le président de la République sort un argument, c'est moi ou le chaos. Alors il a déjà fait le cas pour la présidentielle, on a eu les deux, on a eu Macron, on a eu le chaos, et alors là, on serait les agents des Russes, et en même temps les agents des Américains, alors ce qui est incroyable, mais c'est pourtant vrai, bientôt on va être aussi les agents des Martiens, ça devient n'importe quoi parce que leur programme... Il y a des contacts il y a quand même des contacts, mais vous pouvez pas les nier, avec Steve Bannon du côté des Américains, et puis il y en a eu aussi avec les Russes. Il y a des contacts avec des Russes, mais il y a des contacts avec des Italiens, avec des Estoniens, avec des Polonais, avec tout le monde. Alors, c'est pas faux. Il y a qu'Emmanuel Macron qui pense qu'on peut insulter en permanence les autres peuples. Il y a que Macron qui pense qu'on peut insulter les Russes. Il y a que Macron qu'on peut faire la guerre, qui pense qu'on peut faire la guerre aux États-Unis. Que Macron qui peut rappeler son ambassadeur d'Italie. Que Macron qui peut traiter la Pologne d'esprit fou. Macron vit dans une France isolé, recroquevillé, même Madame Merkel ne le soutient plus. Je pense qu'en France, il n'a plus d'alliés à part ses alliés historiques que sont le MoDem. Au moment où nous, Rassemblement National, on attire à nous des républicains sincèrement patriotes. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça avant Emmanuel Morel, parce que là vous êtes directement attaqué. Oui, non, mais je trouve que la banalisation des liens plutôt
occultes, que sont ceux du Rassemblement national et de Steve Bannon, ne méritent pas d'être passés sous silence. Moi, il faut dire une chose. Marine Le Pen, lundi sur France Info, nous dit apprendre dans la presse que Steve Bannon est à Paris. On se rend compte quelques heures plus tard, par l'un des journalistes du Parisien, qu'en réalité, 2 de ses plus proches conseillers étaient la veille au soir dans une suite au Bristol avec Steve Bannon pour une réunion secrète. C'est vrai, une suite à 8 000 euros, visiblement. Et donc, Marine Le Pen a menti, manifestement, ou en tout cas n'a pas dit toute la vérité sur les relations qu'elle pouvait entretenir avec Steve Bannon. Ça fait plusieurs mois qu'on observe que des responsables du Rassemblement national rencontrent très régulièrement Steve Bannon, le même Steve Bannon qui structure des réseaux politiques en Europe pour mieux diviser l'Europe, pour mieux la soumettre et pour mieux faire réélire Donald Trump. Ça, ce sont des faits. Il le dit lui-même à longueur d'interview. Et donc, il n'y a pas de complotisme excessif. C'est C'est une réalité politique. Steve Bannon est un identitaire, un idéologue qui veut diviser l'Europe. Quand on ne pense pas comme vous, vous excluez, vous éborgnez, vous mettez au pilori. Vous avez une vision dictatoriale de la démocratie. C'est un paradoxe. On voit bien quand même, il y a 2 pays au monde où le grand leader est à la tête de tous les journaux le même jour, c'est la Corée du Nord et la France, monsieur. Posez-vous des questions. Vous ne tolérez pas. Mesurez un petit peu les propos qui sont les vôtres, comparer la Corée du Nord qui est une dictature qui a Laurent Jacovelli du Rassemblement National et Pierre-Alexandre Anglade de La République En Marche. Emmanuel Morel, on le voit à travers finalement ces répliques que ça tourne un peu à cela, quoi. En fait, à l'affrontement. C'est un peu une réplique grandeur, pas grandeur nature, mais presque de ce qui se passe. Mais justement, on voit surtout que c'est surjoué. Parce qu'en réalité, moi je pense que M. Macron dramatise à dessein son affrontement avec le Front National parce qu'il rêve de réitérer ce qui s'est passé au 2e tour de la présidentielle et que le Rassemblement national se nourrit des défaillances et des erreurs des libéraux en général et de M. Macron en particulier. Moi, je crois vraiment que c'est les 2 faces d'une même médaille et qu'il faut offrir aux électeurs une alternative. Quand on parle du Rassemblement national au Parlement européen, moi, je ne vais pas parler de trucs occultes, je vais parler de la réalité. Ouais. D'abord, vous parliez de cancres. En effet, c'est les cancres du Parlement européen. Ils étaient 24 au Parlement européen. Ils n'ont pas fait grand-chose. Moi, dans ma commission commerce international... écoutez, moi, j'étais dans la commission commerce international avec Madame Le Pen. D'abord, elle venait 1 fois sur 10. Et en plus, sur tous les traités de libre-échange, ils n'étaient jamais là au moment où on avait le débat. Notamment le TAFTA, CETA, GEFTA. Mais surtout, vous n'aura pas échappé, nous n'étions pas majoritaires au Parlement européen. Malheureusement, ça ne vous interdit pas de travailler. Moi, j'étais pas majoritaire, j'ai travaillé. La deuxième chose, quand même... Les députés français les plus présents, la majorité et Rassemblement national. Laurent Jacovelli. Ça, c'est sur les votes, ça n'a rien à voir avec le travail en commission. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même qu'on parle des alliés des uns et des autres. Et moi, je voudrais parler de vos alliés à vous, parce que il y a des gens qui s'apprêtent à voter pour le Front National parce qu'ils sont en colère. Ils ne sont pas tous forcément d'extrême droite. Ouais. Pour la France insoumise aussi, il y en a qui sont en colère. Évidemment, mais là je m'adresse à ceux qui pourraient hésiter. Il en existe. Quand même, la réalité des alliés de Mme Le Pen au niveau européen, il faut quand même en parler, parce que là vous parlez de Bannon, mais moi je vais vous parler de l'extrême droite allemande. L'AfD, c'est quand même des néo-nazis. Ah, monsieur, vous dites n'importe quoi. L'extrême droite italienne. Monsieur Salvini, d'ailleurs, qui n'est pas plus patriote que Mme Le Pen, puisque c'est lui qui, aujourd'hui, en Italie, est en train d'ouvrir les marchés aux Chinois. C'est pour des gens qui s'estiment patriotes ou nationalistes. Vous êtes plus dur avec nous qu'avec M. Macron, c'est étonnant. Pas du tout, moi, M. Macron, je le combats avec constance depuis qu'il est élu. Mais enfin, je voudrais pas non plus. C'est peut-être pour ça que vos électeurs viennent je voudrais pas qu'on vous exonère de votre nullité au Parlement et de côté fallacieux de vos arguments. Vous savez, quand on insulte, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire, monsieur. Mais moi, je ne vous insulte pas, je suis très courtois. Je dis juste que je suis en opposition frontale avec vous. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais enfin, le combat contre l'extrême droite, il a structuré mon engagement depuis 20 ans. Ça ne commence pas aujourd'hui. Vous voyez. Moi, je pense que vous êtes vraiment d'extrême droite. Et c'est en ça que vous êtes dangereux pour l'Union européenne et pour la France. Mais ce que je constate quand même, c'est que c'est l'échec des libéraux, représenté par M. Macron, qui vous nourrit. Et c'est pour ça qu'il faut sortir, vous le disiez à l'instant, vous avez raison, de ce faux duo, de ce faux duel, et chercher d'autres réponses. Je pense que nous en incarnons une. Justement, il y a des auditeurs quand même qui s'interrogent, qui disent pour voter, il faut lire les programmes, il faut regarder le travail fait sur le terrain. Et on a du mal justement à lire les programmes et à être suffisamment renseigné sur ce que propose chaque parti. Et c'est vrai que cette campagne, elle est toujours basée sur l'affrontement et sur le duel majoritairement entre La République En Marche et le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous vendriez le mieux de l'Europe, vous, Emmanuel Morel, vous qui êtes député européen sortant? En un mot, on veut faire aimer l'Europe, on veut faire...
Moi, je pense que le principal problème, c'est que l'Europe était censée être un espace de coopération et de solidarité, et qu'en réalité, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est un espace de compétition et de concurrence. Et que si on n'est pas capable de rompre avec cette logique, qui est dans les traités européens, alors en effet, les gens vont se détourner de plus en plus de l'Europe. Je vous prends un exemple. Travail détaché. Vous avez aujourd'hui des salariés qui viennent en France sur le même travail, mais qui payent 2, 3, voire 10 fois moins de cotisations sociales qu'un travailleur français. Évidemment, ça, les gens ne comprennent pas. De la même façon, on dit l'Europe qui protège les entreprises, les savoir-faire, mais c'est pas vrai, puisqu'on signe toujours plus de traités de libre-échange qui n'ont qu'un seul objectif, c'est baisser nos normes sociales, nos normes environnementales, nos normes alimentaires. Donc si vraiment on veut sauver l'Europe, alors il faut renverser la table et sortir d'une logique mortifère qui est celle des traités européens aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je pense protectionnisme solidaire, ça c'est très important, justice fiscale, et puis d'un mot enfin, la question de la transition écologique, ça peut pas être que des mots. À un moment, il faut des actes concrets. Et les actes concret, ça doit se traduire dans les textes européens, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Dans un instant, vous allez pouvoir réagir. Donc, Laurent Jacobelli, vous vouliez ajouter un mot, Frédéric Dabi, non ? Non, c'était par rapport à ce que disait Véronique, une des causes majeures de cette abstention massive, qui, il faut le dire, s'inscrit dans un cycle abstentionniste très très fort. N'oublions pas qu'aux élections législatives, première élection nationale depuis le début de la Ve République, où l'abstention dépasse 50%. Pour cette élection européenne, il y a beaucoup d'électeurs qui s'inscrivent dans une logique de vanité du vote. Voter pour les européennes, c'est vain, car on ne voit pas le lien entre en quoi mon vote va transformer ma vie quotidienne. Les Français le voient bien sur l'élection présidentielle, ils le voient encore plus sur les élections municipales. Voter pour telle ou telle liste peut changer ma vie dans la ville. Le souci, alors que l'Europe a des effets sur la vie quotidienne, positif ou négatif, c'est pas à moi de le dire, mais il y a des fonds européens, etc. C'est que les Français ne voient pas en quoi sert le vote. Dans un instant, on poursuit juste après une petite pause. Savez-vous déjà pour qui vous allez voter ? On en débat avec l'ensemble de nos invités. Vous avez peut-être changé sur les réseaux sociaux. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. On attend vos appels dans un instant. Et continuez bien sûr à commenter sur les réseaux sociaux. 9h27, c'est le Grand Matin Sud Radio. Conditions sur opel.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h31, merci d'être avec nous. C'est la deuxième partie de notre débat qui est plutôt assez mouvementé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou chez nous, à l'intérieur. Et on vous parle bien sûr des européennes à 4 jours des élections. Savez-vous pour qui vous allez voter ? Et d'ailleurs, je fais une petite mise au point parce qu'il y en a par exemple qui disent tiens, il n'y a pas de LR sur le plateau. Alors évidemment, j'allais en parler, non mais c'est vrai, Véronique, d'une part, on ne peut pas inviter en fait tout le monde. Il en manque 31. D'autre part, on tient un tableau de bord sur le pluralisme et d'ailleurs, Michel Léridon, qui était là du CSA, disait qu'on était sans doute à Sud Radio la radio qui donnait le plus la parole effectivement à l'ensemble en fait des partis qui se présentent, et après on tient les comptes, on donne effectivement, et puis mais j'ai proposé à des gens justement des LR d'appeler. Non mais il y en a de toute manière, il y a des LR qui il y en avait hier matin avec François-Xavier Bellamy, et il y en aura d'ailleurs ce matin sur ce sujet à 7h10. C'était Philippe Meunier, membre donc des Républicains, qui a largement pu s'exprimer sur la question. Voilà. Et des Verts et tout le monde. Donc on encourage les auditeurs à aller sur le replay. Quoi qu'il en soit, vous nous appelez 0826 300 300, n'oubliez pas. Parmi les réactions, c'est toujours oui à 77% pour dire que nos auditeurs savent pour qui ils vont voter. Ils font d'ailleurs part pas mal de leur intention de vote. Alors effectivement, il y en a qui disent pourquoi il n'y a pas de Républicains sur le plateau, parce qu'ils nous disent clairement qu'ils vont voter Bellamy. Ensuite, il y a les partisans du Frexit avec monsieur Asselineau. Ils sont très mobilisés. Ils appellent aussi. Beaucoup toujours. C'est un courant qui se mobilise énormément. D'ici vendredi sur Sud Radio aussi. Et puis après, il y a des auditeurs comme Alexandre qui s'interrogent aussi sur le fait qu'il n'y a toujours pas d'affiches ou très peu d'affiches, notamment sur les panneaux d'affichage, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est qu'il manque plein de candidats sur les panneaux d'affichage. Et les médias ne parlent que du choc Macron-Le Pen. Donc on en revient toujours à ce choc qui engendre quand même aussi une forme de stérilité, puisqu'on ne parle pas d'Europe et qu'on ne parle pas du fond. On va évoquer ça dans un instant avec Frédéric Dabi. Laurent Jacobelli, vous avez été attaqué et bousculé un petit peu, chahuté par Emmanuel Morel. J'ai l'habitude de la France Insoumise. Attaqué, non, j'ai l'habitude, mais il parle de faits, c'est ce que dit Emmanuel Morel. J'ai l'habitude, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de polémique, parce qu'à 4 jours, non mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une tactique. À 4 jours du scrutin, on nous sort toujours tout un tas de faux dossiers comme ça, du fond de tiroir, pour éviter de parler du fond. Moi, j'ai envie de parler du fond parce que je pense que c'est ces insultes-là, ces joutes verbales-là qui font que les Français se détournent des urnes. Moi, j'aimerais dire pourquoi c'est important dimanche d'aller aux urnes. C'est le choix entre 2 Europes
qui va s'imposer aux Français. Soit l'Union européenne de M. Macron, qu'il veut toujours plus fédérale. C'est son but, c'est sa ligne politique. Soit la nôtre. Est-ce que les Français veulent toujours plus d'immigration par manque de contrôle des frontières? Ils disent clairement non. Monsieur Macron, c'est 400 000 migrants légaux par an. La ville de Paris, en un quinquennat, 2 millions. On continue ou on arrête? Est-ce qu'on continue ou on arrête avec les travailleurs détachés? 525 000 travailleurs détachés en France, qui d'abord occupent des emplois qui pourraient être occupés par des travailleurs français, mais qui payent leurs charges sociales dans leur pays d'origine. Ça veut dire entre 700 millions d'euros et 1 milliard d'euros qui ne vont pas dans les caisses de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie, au moment où on demande aux Français de travailler plus. Est-ce qu'on préfère diminuer les minima sociaux pour les Français pour augmenter les budgets d'accueil des migrants? Est-ce qu'on continue avec les traités d'accords et d'échanges multinationaux qui font que nos entreprises ferment, que nos agriculteurs doivent fermer leur exploitation et qu'en même temps on se retrouve avec des produits aux OGM qui mettent en danger notre santé? C'est ça qui est en jeu dimanche prochain. Et la seule liste crédible, c'est pas les Républicains qui font l'inverse à Bruxelles de ce qu'ils disent à Paris, c'est le Rassemblement National. Et c'est pour ça qu'il y a cristallisation autour de notre liste. Non mais attendez, moi les leçons du Rassemblement National sur ce qu'il faut faire en Europe à longueur de plateaux de radio et d'émissions de télévision, je trouve ça un petit peu fort. C'est dommage. Je rappelle une chose. Je rappelle que le Rassemblement National a gagné l'élection européenne en 2014, très largement. Qu'ils ont envoyé 25 députés au Parlement européen. Qu'entre-temps, ils en ont perdu 9. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont allés? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ensuite, sur tout ce que vous proposez, vous parlez d'immigration à longueur de journée. Oui. Moi, je rappelle que toutes les mesures de protection supplémentaires, d'organisation de l'immigration, de réforme du droit d'asile en Europe, vous êtes systématiquement opposés. Lorsque l'on propose de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, en renforçant Schengen, en mettant plus de moyens, vous vous y opposez. Qu'est-ce que vous voulez faire sur les frontières nationales? Vous voulez remettre des douaniers? Vous voulez empêcher aux frontaliers d'aller travailler tous les jours? Non, pas ceux du qui sont tout. dans une voiture, qui vont en Allemagne, qui vont en Belgique, qui vont au Luxembourg quotidiennement. Vous avez une porte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez une porte. Donc, vous contrôlez qui rentre et qui sort. Ensuite, sur l'industrialisation, vous nous parlez d'industrialisation et de la désindustrialisation. Ne vous énervez pas. À longueur de journée. Non, mais je réponds à ce que vous dites. Parce que vous mentez aux Français à longueur de micro, monsieur. Je vous rappelle une chose. Au Parlement européen, vos élus se sont systématiquement opposés à toutes les résolutions qui allaient dans le sens de la réindustrialisation de l'Europe. Absolument pas. Pourquoi? Si, c'est un fait. De la même façon sur la lutte contre le terrorisme. Encore sur la lutte contre le terrorisme. Sur la lutte contre le terrorisme, vous n'avez qu'un mot à la bouche, la protection des frontières, la lutte contre le terrorisme. C'était effectivement un objectif qui est louable. Pourquoi est-ce que vos eurodéputés se sont opposés au PNR, qui est un moyen de détecter les moyens des terroristes qui voyagent en avion à travers l'Europe? C'est la réalité. C'est la réalité. Vous y êtes opposés. Et donc moi, ce que je dis, c'est que les leçons du Rassemblement National sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en Europe à longueur de journée, ça va un temps, et qu'une fois au Parlement européen, ce n'est pas suivi des faits. Mais ça n'a rien à voir avec le peuple. Ce sont des faits, monsieur. Les faits sont têtus et ils sont contre vous, monsieur. Ce sont des choses qui sont. On s'entend plus. Emmanuel, je voudrais répondre à une de vos questions sur la vie quotidienne. En quoi l'Union européenne impacte la vie quotidienne? On va prendre des choses très simples. Votre auditeur de ce matin, par exemple, il a pris des céréales. Est-ce que dans ces céréales, il y avait oui ou non du glyphosate? Ça, c'est une question qui est débattue au Parlement européen. Après, il a mis du lait dans ces céréales. Est-ce que le lait, il est français? Ou est-ce que, comme ce que veut la Commission aujourd'hui, il vient de Nouvelle-Zélande? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il négocie un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour importer des dizaines de milliers d'hectolitres. Il peut venir de Pologne, il vient beaucoup de Pologne. Non, aujourd'hui, d'abord, il y a une crise de surproduction laitière en Europe, c'est pour ça que c'est absurde de faire appel à la Nouvelle-Zélande. Mais ça se discute en ce moment en Europe. Après, il prend les transports. Est-ce que le transport régional qu'il prend, il fait l'objet d'une directive de libéralisation du fret ferroviaire, comme c'est le cas au Parlement européen, c'était voté à quelques voix, hélas, il y a plusieurs mois, ou est-ce qu'on est dans la logique de bien commun? Toutes ces questions très concrètes, très quotidiennes, elles se discutent au Parlement européen. Mais vous êtes donc pour le libre-échange à l'intérieur de l'Europe, des frontières européennes? Moi, je suis, écoutez, c'est simple. Moi, je suis pour qu'on fasse, ça va vous surprendre, comme les Américains. Les Américains, ils ont mis en place ce qu'on appelle un Buy American Act, c'est-à-dire que dans leur marché public, dans leur commande publique, ils réservent une partie aux entreprises locales ou nationales. Donc, si on peut le faire en Europe, tant mieux. Si on peut pas le faire, alors il faudra qu'on soit en capacité, nous, les Français, de protéger nos industries, nos savoir-faire, nos territoires. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais vous y venez. Et je vous ai pas attendu pour réfléchir sur le libre-échange. Depuis tout à l'heure, je siège dans la Commission Commerce International depuis 5 ans, là où les représentants du FN n'étaient jamais. Donc, faut arrêter maintenant les leçons, parce que là, vous venez à chaque élection. Enfin, entre les deux, il y a du boulot.
Il y a des gens qui se battent, il y a des députés. Et quand je parlais du fret ferroviaire, ça s'est joué à 24 voix. C'est 24 voix. Et c'est bien dommage que les députés Rassemblement National n'étaient pas dans l'hémicycle à ce moment-là, parce que 24 voix, c'est ce qui nous a manqué. Mais c'est ce qui nous a manqué. J'appelle les Français à aller voir sur les sites internet les taux de présence. Il y a une légende partagée. C'est pas une légende, tout le monde le sait. Le problème, c'est que tout le monde le sait. Ça ne veut rien dire. Les auditrices et les auditeurs. Mais si, il suffit de venir au Parlement européen et de regarder l'état de l'hémicycle ou même les commissions à Bruxelles, c'est tout. Vous n'avez que ça à dire. Frédéric Dabi, vous qui êtes le directeur général adjoint de l'IFOP, qu'est-ce que vous répondez aux auditeurs qui mettent sur le compte Twitter de Sud Radio abstention égale vote Macron? Oui. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais absolument pas ça. D'une part, il n'y a pas une abstention, mais il y a des abstentions. Il y a des motivations extrêmement différentes. Il y a des personnes qui ne votent jamais. Il y a des personnes qui, comme on l'a dit, ne voient pas l'intérêt de voter pour ces élections européennes parce qu'ils voient relativement, et comme ça a été dit tout à l'heure, l'Europe en train d'être faite avec eux ou à côté d'eux. Ce qui frappe, c'est la difficulté de tous les électorats présidentiels, celui de Marine Le Pen, celui d'Emmanuel Macron, celui de François Fillon, à rassembler, à faire venir aux urnes les différents électeurs. Et donc, le résultat de cette élection, que l'on verra dimanche à Sud Radio avec l'IFOP, c'est un différentiel de mobilisation. La liste vainqueur, c'est celle qui aura le mieux rassemblé son camp. Et je vais poser une question peut-être un peu politiquement incorrecte, mais le fait que les têtes de liste soient très jeunes, quand Jordan Bardella, 23 ans, ou Manon Aubry, 23 ans également, est-ce que ça induit justement un déficit de mobilisation? Non, mais je l'ai entendu, ça, j'ai entendu dire on a quand même des têtes de liste très jeunes. Moi, ça me met pas trop en confiance. Ça s'entend ou pas, ça? Je pense, quand on interroge les Français, quand on regarde les logiques de vote, l'élection européenne, c'est plus un vote de marque et d'étiquette partisane qu'un vote d'incarnation. Là où il y a un véritable paradoxe, c'est que c'est la première fois depuis 20 ans qu'il n'y a qu'une seule circonscription. La France, il n'y a pas de tête de liste régionale comme par le passé, et l'incarnation aurait dû beaucoup compter. Et à l'exception de Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon, la plupart des têtes de liste étaient très peu connues des Français. Oui, mais c'est vrai, il y a une incarnation qui joue peut-être contre elle, d'ailleurs, c'est quand même Nathalie Loiseau, parce qu'elle a essuyé énormément de critiques, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que M. Macron revient. Mais moi, je trouve que la critique, excessive et polémique envers Nathalie Loiseau à longueur de journée est extrêmement abusive. Moi, je rappelle une chose, Nathalie Loiseau, elle fait campagne résolument sur le terrain, elle allait partout en France depuis 2 mois. Monsieur, non, c'est absolument fou. C'est pas n'importe quoi. On les voit sur les réseaux sociaux. Elle est dans tout, elle va partout en France, elle va dans toutes les réunions avec les corps intermédiaires. Elle était à UFC Que Choisir, il n'y avait aucune autre tête de liste. Elle était devant la FNSEA, il n'y avait aucune autre tête de liste. Nathalie Loiseau était la seule tête de liste à aller voir la FNSEA. Elle a ramassé les coups. Mais c'est parce que. La réalité, c'est qu'elle se déplace, elle débat là où les autres ne vont pas. Il faut quand même reconnaître. D'abord, elle a été une ministre des Affaires européennes totalement évanescente. Mais ensuite, regardez les 10 premiers jours de sa campagne, elle a accumulé tellement de bévues, de gaffes. Dans votre propre camp, vous étiez gêné, avec en plus pas de programme, parce que la spécificité de La République En Marche, ça joue peut-être d'ailleurs sur l'état du débat et même le désir d'abstention, c'est que c'est la première fois qu'on voit un parti présidentiel qui n'a toujours pas pas de programme à 2 semaines de l'élection. Alors là, le programme est publié. Enfin, le procès est quand même assez injuste. J'ai jamais vu ça dans l'histoire disponible. Il est arrivé et ça promet beaucoup de larmes et beaucoup de sang aux Français si jamais il est C'est dramatique d'entendre des choses comme ça. C'est dramatique. Le programme national. On s'entend plus. Emmanuel Morel, juste d'un mot, parce qu'il y en a un qui sait déjà pour qui il va voter, c'est Lionel Jospin. Vous êtes ancien socialiste, vous avez vu, il va voter pour Raphaël Glucksmann. Oui, j'ai vu que c'était quand même du bout des lèvres. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit bon, je suis fidèle à une tradition. Voilà, c'est ça. Donc je voterai. Mais enfin, c'était quand même pas l'enthousiasme délirant. Glucksmann, il n'incarne plus le PS. Il n'incarne pas le PS en tout cas. Je sais pas. Moi, mon principal problème, je vais vous dire, avec le parti socialiste que j'ai quitté, c'est qu'il s'apprête à rejoindre demain au Parlement européen un groupe qui sera dirigé par Frans Timmermans, qui était un socialiste hollandais, premier vice-président de la Commission, qui pendant 5 ans a fait exactement la même chose que la droite. Et avec en plus une brutalité néolibérale, on pourrait dire, qui était assez effrayante. Donc moi, c'est sur des histoires de fond. Après, moi, j'ai beaucoup de respect pour Lionel Jospin. Je constate quand même qu'il s'engage vraiment du bout des lèvres. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On donne rendez-vous dimanche soir, 18h minuit, évidemment. Et puis, Véronique Jacquet, un dernier coup d'œil. Oui, nos auditeurs, eux, ne s'engagent pas du bout des lèvres. Ils disent qu'ils sont 77% à être sûrs de leur choix pour dimanche. C'est comme c'est à 3 points près.
vrai ce que nous disent les Français dans nos enquêtes quotidiennes. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sur Sud Radio dans ça un continue, instant. oui, dans un instant. Eh ben, on vous parlera des 1000 lieux qu'il faut avoir vus en France. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque les Français retournent en vacances. Et puis, vous restez avec nous, parce qu'il y aura Valérie Expert qui sera juste derrière à partir de 10h et qui parlera bien sûr des européennes. Oui, c'est ça. À partir de 11h surtout, en fait, dans ces débats. Et à 10h, elle va recevoir Guy Carlier et Jean-Michel Cohen, co-auteur du livre Moins 125. Et puis Bernard de la Villardière, qui présente Dossier tabou ce soir sur M6, sur un dossier il rebondit sur l'affaire Vincent Lambert. Absolument. Restez avec nous. Vous continuez de commenter, bien sûr, parce que ce sera intéressant pour Valérie Expert. 9h44, c'est le Grand Matin Sud Radio.